une autre notion importante, c'est la classification un petit peu des protéines. Donc là, on n'est plus dans les protides, on est d'accord, on est vraiment dans les protéines, c'est-à-dire plus de 50 acides aminés. Et pour s'y reconnaître, hein, pour classer un petit peu les choses, on a essayé de classer en fonction du fait que ça contenait que des acides aminés ou que ça contenait d'autres choses que une partie protéique, on va dire. Tout ce qui ne contient que de l'acide aminé, on va appeler ça des protéines simples. C'est le cas par exemple de l'albumine. Et tout ce qui contient autre chose, de la protéine plus d'autres parties, on va appeler ça des protéines conjuguées, parce que c'est conjugué à autre chose. On appelle aussi ça des hétéroprotéines. Donc, par exemple, ce sont les lipoprotéines membranaires, les glycoprotéines membranaires, les nucléoprotéines, les hémoprotéines, etc. Ça, vous pouvez revenir dans différents cours, les cours de lycée, les cours de biocell euh, du semestre, et vous retrouverez facilement ces éléments. Donc, toutes ces protéines, tous ces protides que vous allez absorber dans votre alimentation, que vous allez construire à partir de briques qui seront issues donc de l'assimilation des nutriments, eh bien, vont avoir des rôles différents. Vous avez des protéines, les plus connues, ça va être les muscles. Hein. Elles ont un rôle structural. Les muscles, on est tous d'accord, c'est constitué en très grande partie de protéines. Les grands haltérophiles et fans de muscu connaissent ça très bien puisqu'ils consomment beaucoup plus de protéines justement pour augmenter leur masse musculaire, leur masse protéique, avec certaines conséquences, notamment sur les reins, mais ça on en parlera ultérieurement. La peau aussi est composée de protéines. Je vous montrerai ensuite le collagène par exemple, qui est une protéine qui est très présente dans la peau et qui est responsable de cette élasticité, hein, de la peau. C'est aussi lui, ce collagène, que vous retrouvez euh, tout fripé lorsque vous êtes dans votre bain et que vous avez, vous savez, le bout des doigts, la peau toute fripée là. Et bien en fait, ce sont les molécules de collagène qui se sont dénaturées, c'est-à-dire qui se sont un petit peu modifiées et qui font que du coup il n'y a plus l'élasticité, le côté lisse de la peau. Vous avez aussi des enzymes qui sont protéiques. Les trois quarts, même 90% des enzymes sont protéiques. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à retenir. C'est l'inverse, par contre, pour les hormones, c'est-à-dire que la majorité des hormones sont lipidiennes ou lipidiques. Alors, ça s'explique, hein, c'est que souvent les hormones doivent rentrer dans les cellules pour agir et que, en fait, les cellules étant entourées d'une membrane lipidique, membrane qui est donc à base de lipides, de graisse, pour faciliter un petit peu ce transit, eh bien, faire passer quelque chose de gras dans quelque chose de gras, c'est plus simple. Donc le corps fait bien les choses. La majorité des hormones seront lipidiques, mais vous avez par exemple l'insuline et son hormone antagoniste, c'est-à-dire à effet inverse, le glucagon, qui sont produites par les îlots de Langerhans dans le pancréas, donc bêta pour l'insuline et alpha pour le glucagon. Donc ces deux hormones, voire d'autres, qui sont protéiques, mais la majorité étant lipidique. Vous avez aussi un rôle de transport des protéines. L'hémoglobine, qui est une protéine sanguine, transporte l'oxygène dans le sang. Vous avez un rôle de défense. Les immunoglobulines, qui sont
impliqués dans le système immunitaire sont protéiques. Vous avez un rôle aussi de stockage. Stocker le fer avec la ferritine, par exemple, sous une certaine forme. Tout à l'heure, on parlait de la liaison peptidique. Donc cette liaison peptidique, vous voyez là, vous avez un schéma, on y revient très rapidement, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est juste que les deux acides aminés vont se lier. En se liant, ils vont majoritairement relarguer une molécule d'eau. Vous voyez que le corps est bien fait, il récupère toujours des choses qui vont lui être nécessaires et intéressantes. On va donc casser un morceau, vous voyez, et venir ici enlever un oxygène, donc ce OH là, et ici enlever un H de l'amine et venir faire une liaison peptidique. Ici, c'est un dipeptide. La petite photo en haut, c'est une enzyme qui est très connue et surtout très utile, qui va polymériser l'ADN, qui va recréer ce double brin d'ADN là, dupliquer l'ADN, c'est l'ADN polymérase. Voilà, qui est une enzyme protéique. Donc, on va essayer de voir, ensuite quelques exemples de protides. Donc là, vous avez la liste des 20 acides aminés, les 20 acides alpha-aminés. Alors, c'est pas très propre, mais c'est seulement pour vous montrer cette histoire de chaîne latérale qu'on va combler, qu'on va changer, et aussi cette histoire de lion dipolaire neutre. Là, vous voyez, tout à l'heure on avait COH et NH2. En fait, dans la réalité, la molécule est présente sous sa forme ionisée, c'est-à-dire NH3+, CO-. Le reste, eh bien, ça bouge pas trop. On a quand même cette fonction amine ici et cet acide carboxylique. Et on voit que le R de tout à l'heure, ce fameux R radical, donc la chaîne latérale, ici, dès lors qu'il est remplacé par un CH3, donc un méthyle, ça deviendra l'alanine. Dès lors que c'est un hydrogène, on l'a pas ici, mais là, pardon, ce sera la glycine. Si on met ici cette histoire-là, on aura de la valine. Si on change, qu'on met ça, on aura de la leucine. Si on change, qu'on met ça, on aura de la proline, etc. De l'isoleucine, la phénylalanine avec un cycle phényl, le tryptophane, la méthionine, etc. Il n'y a pas besoin de retenir tous ces noms, pas besoin non plus de retenir surtout pas leur formule, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que après on les classe en fonction du radical s'il est hydrophobe, c'est-à-dire s'il n'aime pas l'eau, et il sera donc non polaire. Ça, on revient encore sur les cours sur les ions. Et il peut être hydrophile, donc qui aime l'eau, et ce compte-là il sera polaire. On a aussi classé en fonction des R basiques, des R, donc des radicaux acides. C'est une classification qu'on fait, que les biochimistes font, tant que vous retenez qu'il y a différentes classifications, qu'ils appartiennent à des groupes, voilà, il n'y a pas besoin de se poser la question. Ce qu'il est par contre utile de noter, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'acide aminé va porter un nom, alanine, il va porter une dénomination en 3 lettres, que vous avez tous connu quand vous faisiez un petit peu de biochimie au lycée avec la traduction, transcription, tout ça de l'ARN.
où vous aviez des enchaînements de lettres, de 3 lettres, etc. Et la troisième dénomination, la troisième classification, entre guillemets, c'est la lettre unique et majuscule. Alors vous voyez que alanine, valine, leucine, tout ça suit en fait la première lettre, mais par exemple la phénylalanine, c'est un F, donc vous me direz F, phényl, bon, on est encore bien. Le tryptophane, c'est un W, par exemple. D'accord? La glutamine, c'est un Q. Alors, c'est acide glutamique aussi, donc peut-être c'est pour ça qu'ils ont mis un Q, etc. Enfin, tout ça, ce sont des dénominations qui caractérisent le même acide aminé. Ce sur quoi je voudrais par contre revenir par rapport à tout à l'heure, c'est cette histoire de alpha et d'asymétrique. Alors, il y a une seule exception à l'asymétrie, c'est que tous les acides aminés, là, les 20 acides aminés, enfin les 19 acides aminés portent un carbone asymétrique, mais il n'y a que la glycine qui en fait porte un H à la place du R, qui n'est pas asymétrique. Pourquoi? Parce que le carbone ici ne porte pas 4 fois euh, quatre choses différentes si ici vous mettez un H par exemple. Hein. Si je vous mets un hydrogène à la place du R, vous comprenez bien que on aurait deux H ici, une amine, un acide. C'est pas quatre choses différentes. Donc, eh bien, c'est le seul en fait acide aminé qui ne porte pas de carbone asymétrique. Ça c'est à retenir. Des fois, ça sort un petit peu dans les évals. Vous voyez, la glycine est là. Qu'est-ce que c'est ça? Pardon, la glycine est là. Elle porte bien H, H et l'amine et l'acide carboxylique. Donc c'est le seul qui n'a pas de carbone asymétrique. Vous verrez souvent dans les représentations, on représente l'acide carboxylique par un astérisque. C'est-à-dire que pour dire qu'il a 4 trucs différents, 4 substituants différents, il va porter un astérisque. Donc on saura quel est le carbone alpha en fait. Ici, c'est toujours le même, hein, c'est toujours celui qui est ici, qui est centré. Donc c'est celui qui, selon Fischer, par exemple, allez, si on se prenait la représentation de Fischer, là on a bien l'amine qui est à plat, enfin, qui est sur l'horizontale, et l'acide qui est sur la verticale. Donc l'amine et le H ici sont, vous les imaginez vers l'avant, vers vous, et eux sont en face de vous, enfoncés dans la feuille. Donc ici c'est bien une L-glycine parce que l'amine se trouve sur la gauche. Donc tout cela sont évidemment les acides aminés alpha et naturels parce que ils se trouvent avec l'amine à gauche. Alors là pareil, c'est une autre représentation. Alors ici on en compte 21. Pourquoi? Parce que il y a la prolysine aussi, parfois qui est comptée, mais en fait c'est pas un acide aminé naturel au sens strict, donc comptez qu'il y en a 20. Voilà. Ou adaptez-vous au contenu qui est donné par votre université. Si on vous dit 21, ben vous faites, vous mettrez 21 sur les évals. Là c'est pareil, vous avez aussi les trois dénominations, arginine, arg et R ici. Voilà, donc là ils sont représentés un petit peu différemment, c'est-à-dire que vous avez le carbone asymétrique qui est ici, et
l'acide carboxylique pardon, et l'amine qui sont là. Alors, c'est pas parce que l'amine ici est placée sur la droite que ce sont des séridés, d'accord? N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Pour savoir si l'amine est à gauche ou à droite, il faudrait placer la molécule dans le plan, faire la véritable représentation de Fischer, et là on saurait si effectivement l'amine est à droite ou pas. En l'occurrence, ça n'a pas grande importance. C'était juste pour vous montrer des modèles. Vous en avez d'autres là. Vous voyez. Je regarde si je vois le 21e. Voilà, c'est la sélénocystéine. Le U qu'on voit très peu. Parce qu'elle est liée en fait à du sélénium ici. Et non pas du soufre. Mais ça n'a pas d'importance, ne retenez pas ça. Donc, ici quelques exemples de molécules, vite fait. Ici vous avez la bêta-lactoglobuline bovine, donc ne retenez pas non plus. C'est juste pour vous montrer quelques exemples. Vous voyez qu'on a une protéine, parce que on a notre NH2 ici, qui est lié à un premier acide aminé, qui est la leucine, et hop, le dernier, qui est lié à notre COH, avec 162 acides aminés qui sont entre nos deux extrémités. On compte toujours à partir de l'amine vers le COH. Ça, c'est une convention. Ici, en bleu, en blanc, en trait plein ou en trait pointillé, vous avez différents sites allergisants du lait qui ont été déterminés. Voilà. Ceux qui ont travaillé sur les allergies ont réussi à prouver, plusieurs équipes, évidemment, c'est pour ça que vous avez des représentations différentes, hein, du bleu, du blanc, du trait plein et du trait pointillé, ont déterminé que ce sont les acides aminés qui sont en lien avec les allergies qu'on peut connaître au lait ou au lactose, plus exactement. Ici, une autre molécule qui n'est pas un acide aminé, mais qui est une protéine qu'on appelle la gabapentine. Alors la gabapentine, vous voyez, on retrouve quand même cette structure NH2. On retrouve ce COH ici. Et cette molécule-là, qui est une molécule protéique, elle sert d'antiépileptique. Hein. Vous regarderez chez les patients que vous avez en stage qui ont certains traitements qui sont antiépileptiques, c'est de la gabapentine, et antalgique, on ne citera pas les noms des médicaments, mais il y a un antalgique assez particulier qui commence par un LY et qui finit par un A, qui est un antalgique pour notamment les douleurs neuropathiques. D'autres exemples, là vous avez le collagène, le fameux truc là, qui fait que vous avez la peau bien tendue, bien lisse, et qui, lorsqu'il est chauffé dans l'eau du bain, va avoir tendance à tout se rétracter et à faire que vous êtes tout plissé. On a ici l'insuline qui est à plat mais qu'on a représenté ici plus dans sa forme physiologique. On voit qu'on a deux chaînes, la chaîne A et la chaîne A et la chaîne B, pardon, avec toujours l'amine, le COH, amine COH, et ce sont en fait deux chaînes d'acides aminés qui sont liées par ce qu'on appelle des ponts disulfures. Donc ce sont des ponts avec deux soufres ici qui sont là pour tenir les choses, et il y en a même un ici entre deux cystéines qui permet le pliage.
un petit peu de la molécule, et qui va donner les conformations spatiales, donc la forme dans l'espace, qui est très importante, notamment sur les enzymes, parce que c'est un peu ça qui va faire le système clé-serrure. Vous verrez ça surtout en pharmaco, où que ce soit des molécules synthétiques, médicamenteuses ou donc ces molécules naturelles, vous avez une forme qui est particulière et qui fait que on va rentrer dans ce concept de clé-serrure, c'est-à-dire que dans les cellules du corps, il y a une certaine forme et que la molécule va venir euh, entrer à l'intérieur comme une clé dans une serrure. Vous avez ici un polypeptide qui est l'angiotensine 1, parce que vous verrez qu'il y a l'angiotensine 2 aussi. Alors elles ne sont pas différentes. Disons que l'angiotensine 2 est une angiotensine qui a été modifiée par une hormone que vous verrez en physiologie. Donc c'est un peptide qui est impliqué dans la maintenance de la tension artérielle, ou pression artérielle on dit. Alors elle n'est pas représentée dans l'espace, mais ça n'a pas d'importance. La cyclosporine aussi, qui est le médicament anti-rejet qui est le plus connu. Vous voyez, c'est une protéine. L'ocytocine, c'est aussi une protéine qui est en l'occurrence une hormone de la grossesse et de l'accouchement. C'est ce relargage d'ocytocine qui va faire par exemple que le col de l'utérus va se dilater et que le bébé va pouvoir passer. Vous verrez ça dans le cours consacré à la grossesse en 2-2. Et une petite protéine assez connue qui est la gamma-glutamyltransférase 1. Alors connue pourquoi? Parce que on l'appelle communément le gamma-GT, donc c'est une enzyme hépatique qui a tendance à beaucoup augmenter après les soirées infirmières. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Vous avez ici une streptokinase, voilà, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, avec des feuillets, des hélices, etc. La streptokinase, c'est issu, il me semble, d'un champignon, mais c'est la base de pas mal de thérapeutiques antithrombotiques, c'est-à-dire tout ce qui veille à supprimer les thrombus, c'est-à-dire les caillots de sang, par exemple dans le cas d'un infarctus, lorsque une artère coronaire est bouchée, etc. Mais bien souvent, ce sont des streptokinases qui sont utilisées. Vous avez ici une lactase, donc une lactase d'origine champignonnière, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et en fait, c'est une lactase, donc c'est une enzyme qui est capable d'intervenir sur le lactose, et donc elle est utilisée en agroalimentaire, notamment pour délactoser, c'est-à-dire pour supprimer du lactose, pour couper les molécules de lactose dans le lait. Vous avez du lait sans lactose, ou du lait peut-être pas sans, mais avec moins de lactose, et bien en fait, on fait passer le lait au contact de lactase de ce genre, qui vont couper les molécules de lactose. On verra ce que c'est exactement, quelle est la composition du lactose quand on parlera des glucides.